Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous aujourd'hui. Rencontre et échange, nouveau numéro, l'émission décryptage des faits marquants de l'actualité de la semaine. Et ce jour encore, c'est un nouveau rendez-vous pour parler des faits de société de chez nous, les faits sociaux-politiques tels qu'ils se déroulent depuis les élections du 29 avril dernier, avec l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, la nouvelle Constitution, la nouvelle République. Le bureau de l'Assemblée a été formé. Des citoyens se sont constitués en front « Touche pas à ma Constitution ». Alors, qu'est-ce que ça promet pour le devenir du pays? Pour en parler, je reçois un acteur politique. Il s'agit de M. Nathaniel Olympio. Il est le porte-parole de ce front « Touche pas à ma Constitution ». Monsieur, merci de cette invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà. C'est avec qu'on fait le tour d'horizon des faits marquants chez nous. Question d'introduction, comment qualifier, comment décrire la période que nous vivons actuellement depuis qu'on a connu les résultats de ces deux scrutins, depuis que l'Assemblée a été mise en place, installée, depuis que les conseils régionaux aussi sont en train de prendre fonction avec ces nouvelles républiques qui vient de naître. Alors comment vous qualifiez cette période sociopolitique chez nous au Togo? Une période de désordre. Une période de désordre parce que le Togo est en crise permanente. Et on était donc dans cette turbulence quand le régime a jugé bon de venir rajouter un ingrédient qui vient encore troubler une situation déjà précaire. Et c'est cette question de changement de constitution qui est tombée sur la tête des Togolais comme une massue, parce que personne ne les avait informés, personne n'a crié gare, et on s'est levé un beau matin et on découvre que des gens se sont réunis la nuit à l'Assemblée nationale et ils ont décidé de changer la Constitution, comme ça. Comment ont-ils pu se permettre de faire une telle chose? Mais ils ont osé le faire. C'est ça. Ils vous répondront qu'ils ont suivi le chemin légal, la voie légale, constitutionnelle, pour arriver à cette fin, à ce changement de texte fondamental. Non, je crois que il ne faut pas blaguer les Togolais. Il ne faut pas blaguer les Togolais parce que nulle part dans la Constitution, je dis nulle part dans la Constitution, il n'est écrit que des députés peuvent changer la Constitution. Bien sûr, ils ont les prérogatives de modifier, de faire une révision, c'est-à-dire de retoucher un peu, de modifier un petit article, une petite disposition. C'est ça la révision. C'est ça la modification. Alors, deux voies s'offrent, la voie référendaire et la voie parlementaire, n'est-ce pas? Ils ont opté pour la voie parlementaire. Mais alors, justement, même une révision peut se faire par la voie parlementaire. D'accord? Et ça peut se faire également par référendum. Mais la Constitution n'a jamais dit nulle part qu'on peut changer complètement une Constitution sans passer par un référendum. Voyez-vous? Et toutes les constitutions que le Togo a eues depuis l'indépendance ont toutes été adoptées par référendum. Pourquoi cette fois-ci, brutalement, on vient imposer aux Togolais le fait de ne pas avoir le droit de choisir, de voter pour une constitution? On lui impose une constitution concoctée dans des officines. Personne n'a jamais vu le contenu avant adoption, avant promulgation. Et donc, on traite des Togolais comme des moutons. Et ça crée une situation trouble, ça crée une situation de désordre. Et ce désordre-là, c'est le régime qui en est responsable. Et pour vous, ce n'est toujours pas consommer cette histoire, puisque vous êtes constitué en front désormais, front touche pas à ma Constitution. Et vous n'avez pas l'impression que vous partez dans le désert, puisque quoi qu'on dise, le régime marche. Et continue. C'est vrai que ce régime n'a jamais donné de considération au peuple togolais. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas pour ça que les forfaitures qu'ils commettent, on laisse perdurer. Et il y a des choses que nous avons obtenues avec le temps parce que le peuple togolais s'est toujours opposé à cela. Vous vous rappelez que lorsqu'on a voté la Constitution de 1992, il y avait des dispositions telles que l'élection sera à 2 tours, telles que la limitation de mandat. Et puis un beau jour, ces messieurs et ces dames ont décidé de changer ces dispositions.
Mais les Togolais ne l'ont pas accepté. On a continué de se battre, on a continué de contester cette situation. Et bien des années après, on a fini par rétablir ce qui avait été modifié. Donc, aujourd'hui, ils ont promulgué leur constitution, c'est ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu se faire plaisir, ils sont tout heureux, on les a vus chanter, danser. Mais les Togolais sont dans l'amertume, les Togolais sont dans la tristesse, les Togolais ne sont pas contents. Et ça crée une situation de désordre dans le pays. Et ce n'est pas normal qu'un régime qui a tous les attributs du pouvoir et qui l'exerce de manière sans considération pour le peuple, je dirais même dans un mépris total pour les Togolais, on ne peut pas se contenter de cette situation-là. C'est pour ça que le Front continue de se mobiliser, de mobiliser les Togolais pour qu'on continue de dire à ce régime que nous n'accepterons jamais cette constitution qui veut nous imposer par la force. Alors, Président, que comptez-vous faire maintenant à présent qu'on a comme l'impression que c'est consommé? Comment vous comptez remobiliser encore cette population, comme par le passé, dans les années 90, où le peuple était vent debout pour obtenir ce qu'on a pu obtenir au lancement du processus démocratique? Ben, vous faites bien de dire on a l'impression. Ce n'est qu'une impression. Et eux, ils pensent que ça y est, ils sont arrivés, tout est terminé. Non, tout n'est pas terminé. Les Togolais aujourd'hui, vous savez, ils ont besoin qu'on leur dise clairement où on va avec eux. La lutte que nous menons, on la mène depuis une trentaine d'années. On a fait on a passé des étapes, on a essayé des différentes approches. On est resté dans une démarche d'élection parce que les leaders ont pensé qu'il fallait gagner les élections pour changer les choses. Mais ça fait 30 ans que cela est pratiqué et aujourd'hui, on se rend compte que la solution, ce n'est pas celle-là. Et les mais c'est celle que nous avons, pour le moment. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Dans un État normal, dans un État qui fonctionne selon le droit et la démocratie, oui, l'élection est la voie royale pour rythmer la vie politique. Oui. Mais au Togo, on n'est pas en démocratie. On n'est pas en démocratie. Et donc, le régime a confisqué les élections. Ils en ont fait un instrument de conservation du pouvoir. Et ils empêchent toute évolution, ils empêchent toute possibilité d'évolution à travers les élections. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on laisse au peuple? Quels sont les choix qui restent au peuple? Eh bien, c'est la contestation. C'est pour ça que le front que nous avons mis en place est pour contester ce qui est en train d'être fait. Et dans les jours qui viennent, nous allons présenter au peuple togolais la voie que nous voulons suivre, la vision que nous voulons suivre. Et le peuple togolais va apprécier et ensemble, nous allons dérouler ce programme-là pour atteindre les objectifs qu'on poursuit depuis quelques années. Quels sont les composants de ce front ne touche pas à ma constitution? Aujourd'hui, nous avons des partis politiques et nous avons des organisations de la société civile. Nous avons même des personnalités individuelles qui apportent leur contribution. Et le front est en train de se densifier. Nous avons des gens qui viennent, d'autres organisations qui viennent s'ajouter. Et cela nous permet d'améliorer ce que nous sommes en train de faire et de peaufiner le projet que nous sommes en train de réaliser. Et quand nous serons prêts, on viendra devant les Togolais, on va leur proposer ce que nous sommes en train de mettre en place. Pour que la lutte ait une direction. Pour que, je dirais de manière globale, la conduite de la lutte soit différente. C'est ça. Parce que l'expérience qui a été menée jusqu'à présent a montré ses limites. Et ce n'est pas moi qui le dis, Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Togolais. Moi, je ne fais qu'interpréter ce que les Togolais disent. Et comment les Togolais ont-ils exprimé ça? Ils l'ont exprimé le 29 avril, le jour des élections. Les Togolais ont décidé de ne pas aller aux élections. Ils ont décidé de ne pas aller aux élections parce qu'ils ne croient plus aux élections. Ils ne croient plus aux élections parce qu'ils ne croient plus aux gens qui l'ont organisé. Ils ne croient plus non plus aux gens qui leur demandent d'aller à ces élections. Ils ont pris leurs responsabilités. Eh bien, quand les Togolais prennent leurs responsabilités, nous, responsables politiques, nous sommes aussi tenus de prendre nos responsabilités. C'est ça. Et c'est ce que nous faisons dans le front. Ok. Alors, vous comptez encore sur cette mobilisation populaire, puisque on a comme impression qu'un sentiment de lassitude s'empare des Togolais, vous l'avez dit, pour leur avoir servi le même discours pendant près de 3 décennies maintenant. C'est vrai que les Togolais ont été à plusieurs occasions déçus. Il faut le reconnaître. Et à cette
à cela, il faut aussi accepter que les politiques qui ont été proposées au peuple togolais, je parle de l'opposition, ces politiques-là, eh bien, c'est aujourd'hui un échec. Parce que nous n'avons pas atteint les résultats. Et donc, pour moi, tous ceux qui sont responsables de la conduite de cette lutte, ben, ils doivent tirer les conséquences. Ils doivent tirer les conséquences. Et nous tirons notre conséquence. Nous avons fait la lecture du parcours. Nous avons compris quelles sont les failles, quelles sont les erreurs qui ont été commises. Tout cela constitue une expérience pour nous. C'est pour ça que, de notre part, nous disons aujourd'hui qu'il ne faut plus axer la lutte autour d'une personne. Il ne faut plus s'attendre à un leader providentiel, un homme providentiel ou une femme providentielle qui viendra résoudre tous les problèmes. En revanche, nous proposons aux Togolais, nous allons proposer incessamment aux Togolais un projet. C'est-à-dire, voici où nous voulons aller. Voilà les objectifs que nous voulons atteindre avec la vision que nous exposons. Et voici le cheminement qui va nous conduire au résultat. Nous allons donc présenter ça aux Togolais et les Togolais vont apprécier. Si les Togolais adhèrent à cette démarche-là, eh bien, ensemble, ce projet va être porté par des gens de sincérité, des gens qui ont une probité morale. De quelle manière vous allez faire cette proposition aux Togolais? Mais on va l'exprimer publiquement. D'accord. On va mettre à disposition des Togolais. On ne le fera pas comme les gens qui ont caché la Constitution jusqu'à sa promulgation. Nous, on va le faire dans la transparence pour que les Togolais sachent où on veut les amener, pour qu'ils décident de suivre ce projet ou de ne pas suivre ce projet. Et sans marcher sur les autres qui sont déjà sur la place et qui ont déjà fait leur preuve en matière, n'est-ce pas, de lutte, de mobilisation, puisque quoi qu'on dise, tout n'est pas peint en noir. Mais vous savez, la mobilisation est un facteur nécessaire, c'est un instrument important. Mais la mobilisation n'est pas la fin. Ce n'est pas une fin en soi, la mobilisation. On mobilise la population pour atteindre un objectif. Oui. Malheureusement, pendant ces 30 dernières années, le Togo, je pense, dans la sous-région, est l'un des pays qui a fait les plus grandes mobilisations de la population. Les citoyens se sont toujours présentés quand on les sollicite. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de martyrs. Il y a eu des gens qui sont touchés dans leur chair toute la vie. Et au final, on n'a pas eu ce qu'on attendait. Les Togolais n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. C'est ce que j'appelle l'échec. L'échec d'une méthode. Donc, il faut changer la méthode. Et tous ceux qui ont conduit ces méthodes-là doivent tirer les conséquences. C'est ça. Voilà, la méthode en elle-même ou bien ceux qui les ont conduits, ceux qui ont incarné cette méthode. Mais je pense que quand quelqu'un met en place une démarche, une méthode, et que ça ne donne pas les résultats, eh bien, le responsable de cette méthode-là, eh bien, il assume les conséquences. Il tire les conséquences de la situation qui se présente. C'est ce qui s'est exprimé aussi en partie le 29 avril dernier, pas les urnes? Je pense que ce qui s'est exprimé le 29 avril, c'est le ras-le-bol des Togolais. C'est l'aboutissement de plusieurs échecs qui se sont succédés. Je noterai par exemple en 2017, 2018, quand les grandes mobilisations ont commencé avec le lancement par le PNP, oui. Eh bien, tous les partis se sont jetés dans la lutte. Eh bien, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a compris. Moi, je n'ai jamais compris comment nous n'avons pas pu atteindre les objectifs avec cette force que le peuple a mis à notre disposition. Ça, c'est un échec. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. On ne peut pas faire ça et essayer de faire semblant pour tromper encore les Togolais. On ne peut pas avoir mobilisé cette force-là. On ne peut pas avoir mobilisé cette force-là et ne pas atteindre les résultats et revenir dire aux Togolais que non, tout était normal. Non, tout n'était pas normal. Il y a eu des fautes, il y a eu une conduite qui n'a pas permis d'atteindre l'objectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, il faut changer la méthode. La méthode, c'est de faire les choses dans la transparence, c'est de faire les choses avec conviction et avec probité pour que la sincérité incarne, je dirais, cette confiance que les Togolais attendent de nous. C'est ça. Il faut qu'on inspire cette confiance-là. Donc vous vous inscrivez dans une logique de relèvement de la classe politique, ou en tout cas de l'opposition bien sûr, qu'il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle classe politique togolaise? Mais il faut surtout changer la méthode. Si les acteurs politiques
sont incapables de changer leur manière de faire, eh bien, il faut changer les hommes. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous venons avec de nouvelles idées. C'est pour ça que nous venons avec de nouvelles méthodes. C'est pour ça que nous venons dans la transparence. C'est pour ça que nous expliquons aux Togolais ce que nous voulons faire, comment nous voulons faire, avec qui nous voulons le faire. On a souvent parlé des états généraux de l'opposition, qui n'a jamais lieu, hein, parce qu'après chaque consultation électorale, il se fait qu'il y a du recul de cette opposition, mais jusque-là, on ne s'est pas assis pour parler. Vous ne vous êtes pas retrouvés ensemble pour parler, justement, faire l'état des lieux, comme vous le dites sur mon plateau. Vous savez, ce n'est pas facile pour les gens de se remettre en cause. Et quand on est responsable et qu'on mène une politique qui ne donne pas des résultats, il faut avoir le courage, il faut avoir la force de remettre les choses sur la table et de discuter de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Malheureusement, eh bien, la classe politique de l'opposition n'a jamais eu ce courage-là pour affronter ses propres démons. Vous en faites partie, monsieur? Oui, j'en fais partie, c'est vrai, mais les responsabilités ont des niveaux différents. Moi, je n'ai pas été leader de premier plan, et donc, j'assume ma partie de responsabilité de cet échec-là. Je le dis, et je le reconnais. Mais il y a des responsabilités qui sont à des niveaux différents. C'est ça. Et donc, ces états généraux n'ont jamais été faits. Tout le monde en a parlé, on en a toujours parlé, mais ça n'a jamais été fait. C'est pour ça que nous, depuis 2014, nous n'avons jamais cessé de dire que la manière dont la lutte est conduite n'est pas la meilleure façon. Nous avons toujours dit que l'élection n'est pas la voie qu'il faut suivre. C'est vrai qu'à l'époque, on ne nous écoutait pas beaucoup parce que nous étions presque les seuls à le dire. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de le dire parce que les Togolais eux-mêmes, ils l'ont dit le 29 et tout le monde a compris. Et aujourd'hui, tout le monde dans l'opposition dit qu'il faut changer. Eh bien, nous sommes heureux qu'enfin, il y a une compréhension commune de la situation. C'est pour ça que nous disons, nous y avons réfléchi depuis longtemps et donc maintenant, nous sommes prêts à proposer les solutions qui peuvent conduire aux résultats que nous attendons. Avec les autres qui sont déjà sur le terrain ou bien avec de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles énergies? Avec surtout de nouvelles pensées, de nouvelles énergies. Et si les gens n'ont pas pu faire leur mutation dans la manière de voir les choses, eh bien, on ne va pas forcer les gens à travailler ensemble. Il faut une nouvelle pensée, il faut un état d'esprit différent de ce qui a été jusqu'à présent. Vous savez, depuis, je dirais, 1994, les premières élections, eh bien, les leaders ont passé leur temps. Oui, c'est les premières élections. Les plus ouvertes, oui. OK. Et depuis 93 précisément, les leaders de l'opposition, eh bien, chacun courait après l'élection et courait après les résultats. C'est ça. Eh bien, on a passé le temps à se mettre les bâtons dans les roues. Il faut que cet état d'esprit-là sorte de l'opposition pour que on se batte ensemble pour asseoir un état de droit, pour asseoir la démocratie. Et quand la démocratie est en place, mais chacun pourra venir exprimer son offre dans une compétition légitime et équitable, et le meilleur sera choisi par le peuple togolais. Mais aujourd'hui, les gens se battent dans l'opposition alors qu'ils n'ont rien en main. On ne possède rien et on se bat pour quelque chose qui n'existe pas. C'est ça. Mais on ne peut pas avancer comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, excusez-moi, je termine sur ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous disons, pour le moment, nous n'avons rien en main. La seule chose qui nous met ensemble, c'est de nous battre pour que l'espace devienne un espace ouvert, de droit, démocratique. C'est ça l'objectif que nous poursuivons. Et donc là, il n'y a pas d'intérêt personnel. Il y a un intérêt général. Quand on aura fini cette étape-là, eh bien, tous ceux qui veulent être ceci ou cela, ils viendront se battre dans une compétition saine. Vous voulez nous dire qu'il faut balayer du revers de main tous ces hommes et femmes qui ont animé la vie politique jusqu'alors? Balayer d'un revers de main, non, il ne faut pas balayer d'un revers de main parce qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui se sont battus dans l'opposition. Ce n'est pas facile d'être un opposant à ce régime-là. Il faut leur rendre hommage. Mais en même temps, il faut reconnaître que nous avons atteint la fin d'un cycle et si les gens ne peuvent pas se métamorphoser pour changer la façon de faire, eh bien qu'ils se mettent à côté et que ceux qui peuvent le faire continuent le chemin. Vous êtes sûr qu'il y a encore des citoyens capables de se donner, de se mobiliser, comme l'ont fait les Agboyibo, les Kofigo, les Fabre et autres, qui peuvent toujours faire renaître cette flamme de l'espoir du renouveau démocratique dans notre pays? Tous les acquis que nous avons eus
dans ce processus de démocratisation, on l'a eu en 92, avant le début des élections. Oui. Et quand les élections ont commencé, eh bien, tous ces leaders que vous avez cités, ils sont rentrés dans une compétition farouche. Alors que l'étape préliminaire de l'état de droit n'était pas encore passé. C'est ça. Donc, eux-mêmes, ils ont piétiné la lutte qu'ils ont engagée. Et cette façon de faire a duré jusqu'à maintenant. C'est la reconnaissance de cette chose-là qui va nous amener à fonctionner différemment, qui va nous amener à mettre devant l'intérêt général et à mettre de côté l'intérêt partisan, l'intérêt particulier, l'intérêt égoïste. C'est cela. C'est ce que nous sommes en train de promouvoir et c'est cette façon de voir dans la sincérité, dans la probité morale, c'est ça que nous sommes en train de proposer aux Togolais aujourd'hui. Je rappelle qu'au lendemain du vote, ou en tout cas l'idée de cette nouvelle constitution, vous êtes retrouvés quand même entre formations politiques pour faire front commun. Et puis après ça a volé en éclat. Donc au Togo, les regroupements se font et c'est de fond. Voilà. Alors, malheureusement, vous savez, ce à quoi on assiste, oui. Nous avons bataillé. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour que, dès le début, nous soyons tous ensemble. Ça n'a pas été possible. Ça aussi, c'est une réalité de notre espace politique. Ça n'a pas été possible. Nous avons continué à travailler dans ce sens-là, et c'est vrai, nous avons eu l'occasion de nous retrouver ensemble et de faire un bout de chemin ensemble. Et puis, il y a eu l'arrivée des élections. Voilà. Les dates ont été fixées. Et là, bon, tout le monde... Eh bien, et ceux qui sont engagés dans ces élections-là, ben, ils sont partis aux élections. Et le travail en commun s'est arrêté à ce niveau-là. Aussi simplement que ça, et aussi bêtement que ça, j'allais dire. D'accord? Aujourd'hui, ces élections nous ont tous giflés. Ces élections nous ont donné une claque, nous ont tous donné une leçon. Il faut tirer les enseignements de cette leçon, et il faut en déduire que nous devons maintenant faire les choses différemment. Nous devons maintenant tenir compte de ce que le peuple attend, c'est-à-dire une offre crédible, une offre construite et une offre qui soit de nature à donner de l'efficacité. C'est ce dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui. C'est pour ça que, au Front Touche pas à ma Constitution, eh bien, nous avons une démarche qui est une démarche très simple. On réfléchit pour identifier les problèmes qui ont empêché qu'on atteigne les objectifs jusqu'à présent. Les problèmes identifiés, on recherche quelles sont les solutions possibles à ces problèmes-là. Donc, nous sommes en train d'éliminer les choses une à une jusqu'à ce que nous trouvions un espace qui soit propre, qui soit bien réfléchi et qui produise un projet. Et là, nous allons venir vers les Togolais pour leur dire, maintenant nous avons quelque chose en main qui nous unit tous, nous sommes tous d'accord sur ça, eh bien, il faut commencer à dire au régime que nous ne sommes pas contents, que nous voulons changer et conduire le pays à une transition. Parce que c'est la voie, la seule, qui nous reste. Une transition, vous direz qu'il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas de souci pour pouvoir entrer en transition. Mais oui, les gens peuvent dire ça, le régime va dire ça, parce que ça ne l'arrange pas. Mais les Togolais savent qu'ils sont en crise permanente. Les Togolais savent que leur vie, leur avis n'est pas pris en compte. Les Togolais savent que depuis le temps qu'ils demandent qu'on améliore le système éducatif, ce n'est pas le cas. Qu'on demande d'avoir de l'énergie, ce n'est pas le cas. Qu'on demande d'avoir une vie décente et qui soit accessible à tout le monde, ce n'est pas le cas. Donc, les Togolais sont en crise dans leur vie quotidienne. Quand les Togolais sont en crise dans leur vie quotidienne, eh bien tout le reste est en crise. La politique est en crise, le social est en crise, les relations interpersonnelles sont en crise. Oui, les Togolais sont en crise, le Togo est en crise. Et c'est à cette crise-là qu'il faut trouver une solution. Et nous voulons incarner cette nouvelle voie. Nous voulons incarner une approche qui soit efficace et qui nous conduise à cet espace de liberté, d'état de droit, où les droits fondamentaux des Togolais sont respectés. Rencontre échange, nouveau numéro. Nathaniel Olympio, mon invité, il est le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. C'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon des questions d'actualité de ces derniers jours, telles que ce se passe sur la terre de nos aïeux. Alors, on va faire un peu de... ce rappel aussi, avec cette polémique. Au Togo, tout est objet de polémique, tous les sujets fâchent. Après l'installation de la nouvelle Assemblée, l'opposition en a eu 5, extrêmement minoritaire, et 2 n'ont pas répondu à l'appel. Alors,
finalement, est-ce bien ou mauvais de siéger dans les conditions que nous connaissons? Parce que c'est aussi un sujet de polémique. Je voulais avoir votre avis là-dessus, M. Lipio. Alors, je vous donne mon avis tout de suite, mais d'abord, je dirais que 5 députés, soyons raisonnables, soyons sérieux un peu au Togo. 5 députés ne peuvent pas représenter l'opposition togolaise. Il ne faut quand même pas prendre des Togolais pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord? Donc, cette manie de fabriquer les résultats quelque part et de choisir les gens à qui on veut donner telle fonction ou telle fonction, c'est de notre temps. Vous, messieurs, dames du pouvoir, changez un peu de fonctionnement. Ça ne marche plus. On ne vous croit plus. Maintenant, ceci dit, vous savez, nous avons eu dans ce pays, je crois, jusqu'à 27 députés de l'opposition. À quelque chose près de têtes comme ça. Nous avons eu jusqu'à 27 députés de l'opposition. C'était le moment où l'opposition était représentée à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela a apporté aux Togolais? Qu'est-ce que 27 députés à l'Assemblée nationale ont apporté, ont changé dans la vie des Togolais? Moi, je dirais que ça n'a rien changé du tout. Absolument rien. Donc la présence dans l'hémicycle aussi ne m'apporte pas de solution à nos maux. Si à 27, on n'a pu rien faire, ça n'est pas à 5 qu'on va faire quelque chose. Alors que les autres en face, ils sont 108. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, c'est le vote. Hein, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Même un enfant de CP2, il vous fait le calcul. Il vous dira que un côté, ils sont 108 et de l'autre côté, ils sont 5. Alors, qu'il soit 5, qu'il soit 3, qu'il soit 2, mais ça ne change rien. Donc le débat, il n'existe pas. Et je demande aux Togolais de sortir de ce débat. C'est ça. Le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est comment nous allons faire pour que ce régime ne continue pas de maltraiter les Togolais de cette façon. C'est ça, le vrai sujet. Donc, bon, qu'il soit présent ou pas, ça ne change rien. Pour moi, ça ne change absolument rien. Absolument rien. Et je pense que parfois, les choix que nous faisons nous conduisent à des impasses. Et c'est ce que nous avons observé le 29 avril, parce que personne dans l'opposition ne pensait que le régime serait capable d'aller si loin. Mais je me suis toujours demandé, mais comment peut-on penser que ce régime n'irait pas aussi loin alors qu'ils ont déjà fait pire? Comment pouvait-on penser que, parce qu'il y a eu le changement de constitution, les Togolais vont se lever tout d'un coup, ils vont voter massivement, et même s'ils votaient massivement, le régime va dire qu'ils ont... Même si c'était des votes sanctions, vous pensez que le régime aurait dit que oui, les Togolais ont fait une vote sanction, ils vont donner la victoire à l'opposition? Mais non. Donc il fallait encore boycotter, comme en 2018? Moi, vous savez, ce débat de boycotter, de ne pas boycotter, c'est sorti de notre vocabulaire depuis très longtemps. Très bien. Parce que nous avons compris depuis 2014 qu'il ne faut plus aller perdre l'énergie, surtout que quand l'opposition se retrouve dans les élections, ils se tapent dessus. Voilà. Parce que c'est la règle d'une compétition. On se tape dessus et après on est incapable de travailler ensemble. Mais je n'ai jamais compris quel était l'intérêt. Je n'ai jamais compris comment on pouvait entrer en conflit ouvert avec des violences verbales au point qu'après on est incapable de se retrouver ensemble pour travailler. Et pourtant, on poursuit le même objectif. C'est ça l'échec dont je parle. Et les Togolais l'ont compris. C'est pour ça qu'il faut changer. C'est pour ça que nous proposons autre chose. Travailler dans la probité morale, travailler pour l'intérêt général et travailler pour les Togolais. Sauf que dans la constitution togolaise, l'opposition n'existe qu'au sein du Parlement. L'opposition extra-parlementaire n'a pas d'existence réelle. Ce qui existe, c'est avant tout le peuple togolais. Les institutions sont l'émanation de la volonté du peuple souverain. Et aucune institution, aucun individu, fût-il le président de la République, n'est au-dessus du peuple. Mais ça, au Togo, les gens ont tendance à l'oublier. Et on piétine le peuple. On marche sur la tête du peuple. Et on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. On chante, on danse. Moi, je dis aux Togolais que si nous nous engageons dans cette lutte de manière sérieuse et que nous travaillons comme il faut, sérieusement, eh bien, un jour,
nous allons chanter, nous allons danser, nous serons heureux parce que, eh bien, nous aurons gagné. Nous allons nous retrouver comme le 27 avril 1960 où les gens, après des années de lutte, ils sont heureux parce qu'ils sont libres, parce que c'est le bonheur. Nous aussi, on arrivera à ça un jour si nous continuons de travailler sérieusement. C'est ça. Donc la question de l'alternance se pose toujours et l'autre question que l'on se demande, qui peut incarner cette alternance? L'alternative, quoi. C'est ça. Jusque-là, quand vous circulez, quand vous fouillez un peu dans votre sein, est-ce que nous avons des leaders à même d'incarner cette alternance? Mais c'est une très bonne question. C'est la construction de cette alternance, c'est dans ça que nous nous sommes engagés. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de mettre en avant un individu. C'est ce que je disais il y a quelque temps à vos confrères. Il ne s'agit pas de faire la promotion d'un individu. Le temps de la promotion des individus va arriver. Mais pour le moment, il faut faire la promotion de l'objectif que nous poursuivons, du projet que nous voulons offrir aux Togolais. Oui. Le Togo dans lequel nous voulons vivre, c'est ça le projet. C'est ça l'essentiel. Et c'est autour de ça. Doit avoir une tête, n'est-ce pas? Oui, c'est d'abord autour du projet qu'il faut se regrouper pour le défendre. En défendant le projet, eh bien, et qu'on arrive au résultat qu'on espérait, et qu'on est dans un état de droit, mais bien sûr qu'en ce moment-là, les gens qui veulent entrer dans une compétition vont entrer dans une compétition. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, et ce que je dis aux Togolais, et je partage avec les Togolais, c'est que je m'engage pour travailler, pour me battre, pour que nous ayons un état de droit, pour que nous ayons un environnement où on respecte nos droits, où on respecte nos libertés, et quand on aura atteint cet objectif-là, en ce moment-là, tous les Togolais qui aspirent à une responsabilité et vont pouvoir se présenter devant les Togolais et les Togolais vont choisir. Moi, je veux incarner une voie d'efficacité et de réussite. C'est cela. C'est votre option, c'est votre choix et c'est ce que vous pensez comme solution à nos maux, n'est-ce pas? C'est ma conviction profonde et je suis heureux que cette conviction-là, que j'ai depuis tant d'années, se retrouve en harmonie avec ce que pensent les Togolais qui ont rejeté les élections le 29 avril dernier. Et donc, je pense que nous sommes aujourd'hui en phase avec le peuple togolais. Et quand on est en phase, on ne peut que proposer une approche qui va donner satisfaction aux Togolais. C'est pour ça que nous demandons encore un peu de patience pour qu'on finalise les réflexions que nous sommes en train de faire pour construire le projet que nous allons mettre à la disposition des Togolais pour qu'ensemble, on porte ce projet et qu'on atteigne les résultats, on atteigne les objectifs. Nous en avons la capacité intellectuelle, nous avons la capacité de mobilisation et le peuple togolais, il demeure le souverain. À condition qu'il y ait un travail de fond qui soit fait, parce qu'en réalité, les Togolais sont formatés de telle sorte qu'ils sont habitués à des leaders naturels, charismatiques, que nous connaissons tous, et au point que quand ça vient d'une autre voie, ça a du mal à passer. Oui, vous savez, les hommes ont leur manière de communiquer avec un peuple. Et les Togolais eux-mêmes vont finir par choisir celui qu'ils veulent porter. Ce n'est pas à un individu de s'imposer au peuple. Chacun pose ses actes, chacun propose sa démarche, chacun propose son offre. Et les Togolais vont choisir l'offre la plus crédible, qui porte plus d'espérance et qui a les chances de réussite. Je crois que, vous savez, on a jusqu'à présent imposé un leader, c'est-à-dire un homme ou une femme aux Togolais. Je pense que les Togolais ne veulent plus de ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis le 29. Parce que les Togolais ont compris que les voies qu'on leur a indiquées jusqu'à présent, par justement les hommes providentiels, eh bien, ces voies-là se sont révélées être des voies sans issue. Donc, ils ont perdu confiance à ces leaders. C'est pour ça qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. Et pourtant, les appels ont été lancés. Voilà. De forts appels ont été lancés, mais les Togolais n'ont pas répondu. Ils ont décidé par eux-mêmes librement. Donc, laissons le soin aux Togolais, à l'intelligence des Togolais, de suivre tel projet ou de suivre tel autre projet. C'est ça. Quel travail pédagogique votre front est en train de mener pour aller vers ces disparités d'opinion, pour les converger dans un creuset commun?
Ben, les étapes viennent les unes après les autres. Aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer aux Togolais que nous sommes en cours de réflexion, nous sommes en cours de construction de ce projet. Et que très bientôt, quand nous serons prêts, on viendra vers les Togolais pour leur exposer ce que nous avons pu avoir à l'issue de nos réflexions. En ce moment-là, eh bien, le travail sera d'aller dispatcher, de diffuser partout ce projet pour que les Togolais s'en imprègnent. C'est ça. Et parallèlement, il y a aussi les universitaires, les 3 universités qui ont un projet aussi en ce sens, ce qu'ils appellent un projet citoyen, aller vers les citoyens de bonne foi pour les faire prendre conscience de la réalité que nous vivons. Est-ce que vous avez un lien avec eux? C'est bien que les idées émanent de partout. Les universitaires, leur rôle, c'est de réfléchir, c'est de produire de la matière. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait cette émulsion, cette multiplicité de réflexions. C'est de tout cela que va sortir la bonne voie pour tout le monde. Bien, merci Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. À ma Constitution, c'est avec vous que nous faisons le tour d'horizon des questions d'actualité de chez nous. On va un peu changer de débat, pas forcément changer radicalement, mais dans le même sens, en parlant peut-être de ce qui ne regarde pas. On suit de près, vous suivez près l'actualité politique en France avec la montée de l'extrême droite au lendemain des élections européennes qui ont donné vainqueur ces extrémistes qui a provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale française. Première question, est-ce que c'est une bonne chose que ce que le président Emmanuel Macron a fait en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale? N'a-t-il pas pris de gros risques? Oui, il a pris de gros risques, il en avait le droit et il a pris de gros risques. Je pense que le président Macron a toujours pris beaucoup de risques. Et la seule différence, c'est que cette fois-ci, l'extrême droite est aux portes de l'Élysée. L'extrême droite est aux portes de l'Élysée et donc cette dissolution, les sondages le confirment, en ce moment précis, apparaît comme le coup de pouce qui va mettre dans 3 ans l'extrême droite à l'Élysée. Alors, ce sera le choix des Français, de toute façon. Oui. Ce sera le choix des Français. Et nous, aujourd'hui, en Afrique, on observe ça avec beaucoup plus de distance que précédemment. À l'époque, il y a encore quelques années, les élections en France, les états-majors en Afrique les suivent comme si c'était des élections dans notre pays, dans nos pays. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les temps ont changé et ce qui se passe dans l'Hexagone n'a plus le même impact sur les populations africaines. Mais l'extrême droite, on connaît ses thèses. On connaît son aversion pour ce qui est étranger. Et nous avons des relations avec la France, nos États ont des relations avec l'État français qui sont des relations très particulières, qui sont aujourd'hui d'ailleurs dans une phase de turbulence. Alors, est-ce que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir va fondamentalement changer la nature du lien entre l'État français et les États africains francophones? Personnellement, j'en doute. J'en doute parce que je n'ai vu dans aucun de leurs programmes des choses du genre. Dès que nous arrivons, eh bien, nous mettons fin aux bases françaises, aux bases militaires françaises qui sont sur le continent. Dès que nous arrivons, nous mettons fin aux francs CFA, qui sont des sujets de crispation aujourd'hui au sein de la jeunesse africaine, ou que nous allons changer la nature un peu paternaliste qui est entretenue. Je n'ai vu dans leur programme aucun élément qui indique c'est pas l'intérêt, c'est pas dans leur intérêt. Alors, ils sont plus nationalistes, ils aiment la France, ses valeurs, ils veulent les Français. C'est pour ça que les Africains ne doivent pas s'emballer en disant, un peu comme ça a été le cas en 1981, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir pour la première fois, où les gens pensaient que ça y est, l'Afrique va se libérer, etc. Non. Que ce soit les gouvernements de gauche, de droite, ou maintenant d'extrême droite qui vont arriver, sans doute s'il n'y a pas d'événements imprévus, eh bien, la nature des relations que l'Élysée cherchera à entretenir sera toujours la même. En revanche, il appartient toujours aux Africains, à la jeunesse africaine, de continuer de se battre pour que les choses évoluent, pour que les dirigeants africains
pour que les dirigeants africains puissent apporter à la jeunesse les solutions qu'elle attend, l'épanouissement qu'elle attend. Et ça, c'est le travail de la jeunesse qui fera la différence. Oui. Ce n'est pas l'arrivée du Front National, du Rassemblement National au pouvoir qui, de facto, changera les relations avec l'Afrique. Oui, ce qui inquiète, c'est que, bon, ils sont la deuxième force politique dans le 2 tiers des pays membres de l'Union européenne. Donc ce n'est pas seulement une question liée à la France, mais à l'Italie aussi. Et donc, vous trouvez que ça ne nous touche pas à rien? Ben, je pense que déjà, si l'extrême droite arrivait en France, l'une des premières choses, c'est que les conditions d'obtention de visa vont se durcir. Oui. Ça, il y a des chances que ce soit le cas. Plus de droits du sol, ils ont dit ça. Oui, même si c'est fait de manière ponctuelle. Parce que s'ils arrivent au pouvoir en 2024, ben, leur objectif premier sera de préparer l'élection présidentielle de 2027. Donc, ils vont chercher à donner des gages à leur électorat. Donc, ils vont durcir un certain nombre de règles sur le sol pour que leur électorat voit que, oui, ils tiennent parole. Bon, est-ce que ça va être le cas dans la durée? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les dispositions qui seront mises en place par l'extrême droite pendant ces 3 années, eh bien, même si l'extrême droite quittait le pouvoir à un moment donné, l'effet de leur passage va encore durer au-delà de leur pouvoir. C'est ça. Et ça, c'est aussi une réalité qui doit être prise en compte. D'où beaucoup de manifestations des partis, des sociétés de la société civile, des défenseurs des droits humains qui manifestent contre le racisme, la xénophobie, etc. Peut-être que ces programmes, ces projets sont portés par le Front National, par exemple, en France. Oui, c'est vrai que l'arrivée du Rassemblement National au pouvoir va peut-être libérer un certain nombre de pulsions négatives, c'est-à-dire l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, et tout ce qui est ostracisation de l'autre. Donc, ils vont se sentir plus légitimes et donc ils vont exprimer ces pulsions beaucoup plus librement. Ça va être les difficultés de relations interpersonnelles. Ce sont des conséquences de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Ça aussi, il faut compter avec. Et donc, oui, tous ceux qui rejettent les extrêmes, parce que les extrêmes, c'est toujours dangereux. Tous ceux qui rejettent les extrêmes, eh bien, ils se retrouvent dans des manifestations. Et, écoutez, eux, ils sont encore dans un état de droit. Ils ont le droit de manifester quand ils ne sont pas d'accord. Oui. Ici, nous sommes dans une dictature, et même les choses les pires contre lesquelles nous voulons protester, eh bien, on nous empêche de manifester. C'est pour ça que nous demandons aux Togolais de s'engager avec nous dans cette nouvelle démarche de lutte que nous sommes en train de mettre en place pour que nous aussi, nos libertés soient respectées par les dirigeants. Et cette montée de l'extrême droite, ce n'est pas une fatalité. Là, on fait une réflexion de façon extrapolée. Ce n'est pas une fatalité parce qu'on connaît ces pays qui ont toujours véhiculé, vendu leurs valeurs comme étant toujours supérieures. Vous savez, le cas en France de l'extrême droite, c'est quelque chose qui a évolué depuis les 40 dernières années. Depuis, je dirais, les années 80, toutes les politiques qui ont été mises en place, en passant par les élections à la proportionnelle, tout ça, à chaque fois, on voit une progression de l'extrême droite. Aujourd'hui, en France, l'extrême droite est le seul ancien parti qui progresse à chaque élection. Oui. Qui progresse à chaque élection, qui gagne de l'espace, qui gagne un électorat encore plus grand. À chaque élection, ils évoluent. C'est le seul parti, d'accord? Parce que, alors que ce sont des gouvernements de droite et de gauche qui se succèdent au pouvoir, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques qui sont menées par la droite, les politiques qui sont menées par la gauche favorisent l'extrême droite. Et souvent, au peuple. Et souvent, ces politiques sont menées parce que les gens ont une vue à court terme et veulent se servir de l'extrême droite comme un épouvantail pour pouvoir gagner l'élection suivante. Mais c'était un jeu dangereux qui aujourd'hui explose au visage de tous les Français. C'est ça. Voyez-vous? Donc, oui, c'est exactement le parallèle que moi je fais avec ce que nous vivons ici. On a été, je dirais, on a été dans une certaine faveur avec ce régime-là. Je parle des gens qui soutiennent le régime à l'intérieur, je parle de la communauté internationale, je parle de la CEDEAO. Ils ont été dans une bienveillance
avec le régime. À tel point que le régime s'est permis de faire les choses les plus inattendues. C'est le Togo qui a initié le 3e mandat, c'est le Togo qui a initié le changement de constitution, c'est le Togo qui vient d'initier le changement de constitution sans consulter le peuple. Eh bien, à force de jouer un peu dans la bienveillance avec les gens, eh bien, ils se permettent tout. C'est ça. Et cette montée, et pour une telle fois encore, cette montée de l'extrême droite coïncide avec ce sentiment de plus de souveraineté que réclament les peuples africains, dans ce sentiment anti-français qu'on observe ça ici et là. Alors, donc c'est pour ça que les capitales africaines ne réagissent pas pour autant à cette situation changeante. Je crois que le besoin de souveraineté des États africains, cela n'a rien à voir avec le type de souveraineté dont parle l'extrême droite en France. Parce que nous sommes encore dans un schéma où nous avons beaucoup de pesanteur de l'extérieur, où nous avons beaucoup d'influence sur nous, du fait de la faiblesse de nos États. D'accord ? Et je ne suis pas certain que l'extrême droite en France décidera, en claquant le doigt, de changer l'influence de la France sur les États africains. Je ne le pense pas. La politique étrangère est toujours la même, hein, la plupart de ces Je ne le pense pas. D'accord ? Donc, il appartient aux Africains d'être vigilants, de continuer à se densifier, à se rendre plus solide, à avoir un État beaucoup plus solide. Et c'est la solidité de l'État qui permet de faire face aux influences extérieures. Tous les pays du monde sont soumis à l'influence extérieure. Tous les pays du monde. C'est ça. Et donc, la capacité à résister à l'influence dépend de notre solidité interne. C'est pour ça que la première chose à faire, bien sûr on dénonce, mais la première chose à faire, c'est de travailler pour qu'on se consolide, pour qu'on soit solide dans la recherche scientifique, dans l'économie, dans la santé, dans l'éducation, dans le secteur militaire. Eh bien, en renforçant nos capacités dans tous ces domaines-là, nous serons beaucoup plus à même d'avoir un discours, je dirais, plus équilibré. Plus équilibré, parce que l'égalité, bon, ma foi, un discours plus équilibré, donc il nous faut finalement travailler à l'intérieur de nos pays pour que nous soyons beaucoup plus solides. C'est ça. Alors on revient donc chez nous encore pour le dernier volet de cet entretien. Et finalement, dans votre tête, si on vous demandait le schéma de sortir de situation, puisque vous dites que les Togolais sont permanemment en crise, quel est votre schéma de sortie de situation? Le schéma de sortie de crise, pour moi, il est le suivant. On ne commence par identifier pourquoi nous n'avons pas, jusqu'à présent, atteint les objectifs, malgré les sacrifices. C'est ça. Pourquoi? Ce travail-là, nous l'avons déjà fait, nous avons déjà identifié les points de faiblesse. Oui. Ensuite, nous recherchons pour chaque point de faiblesse, quelle est la solution la plus adaptée. On fait ce travail-là, et une fois qu'on fait ce travail, eh bien, on sera en mesure de bâtir le projet qui va être celui qui répond à la question dans quel Togo voulons-nous vivre. À partir de ce moment-là, ce projet qui répond à la question dans quel Togo nous voulons vivre, eh bien, on le soumet aux Togolais. On le montre aux Togolais. Chacun voit ce que nous sommes en train de proposer. Ensuite, nous avons une démarche... Autre chose que tout ce qui a été dit jusqu'à présent, quelque chose de neuf? Oui, quelque chose de neuf. Mais tout ne sera pas neuf parce qu'on ne réinvente pas la roue. Tout à fait. Tout ne sera pas neuf, mais il y aura des innovations, il y aura une manière de faire, il y aura la prise en compte de notre expérience depuis 60 ans pour que ce que nous allons mettre en place aujourd'hui puisse encore tenir un siècle. Voyez-vous? Et donc, c'est ça que nous allons proposer aux Togolais avec le cheminement qui permettra de rendre ce projet effectif. C'est à ça que nous sommes en train de travailler et nous demandons aux Togolais de nous faire encore confiance, de nous donner encore un peu de temps et très bientôt, on reviendra vers tout le monde pour présenter le fruit de notre travail. Une question peut-être personnelle. Vous n'avez jamais été sur le terrain de bataille électorale, hein? Non. Pourquoi? Mais parce que l'espace dans lequel ces élections sont organisées ne correspond en rien à un cadre démocratique.
Les élections au Togo ne reflètent pas du tout la vérité des urnes. Ça ne sert à rien d'aller perdre de l'énergie, d'aller perdre de l'argent et d'aller perdre du temps à participer à une élection. C'est aussi simple que ça. D'accord? Moi, aujourd'hui, quand je regarde les partis politiques qui ont participé aux élections et les résultats qu'on leur attribue, j'estime que ça ne correspond pas à la réalité de leur situation. Donc pourquoi aller se faire humilier dans ces conditions-là? Parce que j'estime qu'ils ont humilié ceux qui ont participé à ces élections, ils ont humilié les Togolais. Et ça, ce n'est plus acceptable. C'est pour ça que je dis aux Togolais, plus d'élections dans ces conditions, travaillons pour que le changement que nous recherchons vienne d'ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est-à-dire que créons les conditions d'une transition. Faisons en sorte que cette solution s'impose à tout le monde, au régime comme à nous-mêmes. Et là, les Togolais vont se retrouver autour d'une table et décider de l'avenir de leur pays, de leur État. C'est ça le chemin que nous sommes en train de bâtir et de défendre. Et finalement, comment vous voyez cet avenir de votre pays? Eh bien, cet avenir de mon pays, moi j'ai une ambition très forte pour mon pays. Le Togo est riche de beaucoup de potentiel. D'abord, les ressources humaines. Les Togolais sont travailleurs intelligents. Les Togolais sont très acharnés au travail. Les Togolais, ils ont une créativité. Et ça se voit dans beaucoup de domaines. Il faut simplement donner aux Togolais le cadre qui permet l'épanouissement de tout ce potentiel. Et quand ce sera arrivé, vous verrez que le Togolais sera heureux dans son pays parce qu'il va produire le meilleur de lui-même, la production de richesses. Et moi, j'espère que aujourd'hui, où nous avons une valeur qui est très en deçà de ce que nous attendons, il faut qu'on multiplie notre capacité, notre PIB, il faut qu'on multiplie tout cela par 2, par 3, parce que nous aurons travaillé, parce qu'on aura lutté contre la corruption, parce qu'on aura lutté contre le gaspillage du denier public, etc. Il faut redonner aux Togolais la valeur qui est la leur. Faire de notre Togo l'or de l'humanité. C'est ce que les pères et les mères fondateurs de notre pays ont dit en 1960. Il faut que ceci devienne une réalité aujourd'hui à partir de 2024. Cet entretien tire à sa fin. Je vous redonne encore la parole pour quelques secondes, le temps de dire un dernier mot, un message à ceux qui nous ont suivis et pour cette mobilisation sur laquelle vous comptez, M. Olympio. Oui, moi, je vois déjà le jour où nous allons aboutir à la fin de cette lutte, où nous aurons un état de droit, où nous aurons un espace de liberté, où nous aurons un espace où nos droits fondamentaux sont respectés. Et ce jour-là, ça va être un jour de fête. Et moi, j'inviterai les Togolais, ce jour-là, à s'exprimer dans la joie, à danser, à faire comme ça s'était passé le 27 avril 1960. C'est ce à quoi j'aspire pour mon pays, le Togo. Merci à vous, que votre aspiration advienne pour notre pays afin qu'il fasse merveille sur la tête de nos aïeux. Amis téléspectateurs, je rappelle que j'ai été avec Nathaniel Olympio. Il est le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. C'est avec lui que nous avons réfléchi ensemble sur les faits marquants de l'actualité. Ce fut un plaisir de vous avoir. Merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir invité. C'est cela. Je vous retrouve samedi prochain pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.